J'ai abandonné la peinture aux alentours de 1965 parce que je m'étais rendu compte que je pouvais créer avec la photographie tout ce qui m'importait sans faire appel à la peinture. La première fois que je me suis servi de la photographie dans mon travail, c'était comme un moyen de documentation. J'ai réalisé une œuvre où j'avais utilisé une carte de l'État de Californie sur laquelle s'étalait le nom de cet État. Ensuite, je me suis rendu à l'endroit qui coïncidait avec chaque lettre sur la carte. Le C se trouvait dans le nord de la Californie. La dernière lettre, le A, était quelque part vers San Diego, près de la frontière mexicaine. Et avec des cailloux ou du papier journal, je fabriquais la lettre à l'endroit précis indiqué sur la carte et j'en prenais une photographie. Dans mes œuvres suivantes, je réalisais des photos en appliquant de l'émulsion photographique sur de la toile. Je pouvais donc utiliser cette matière comme si c'était du papier photo. La toile me permettait d'exprimer clairement qu'il s'agissait d'art. Car si on voit une toile et un châssis, automatiquement cela fait référence à l'art. J'ai développé cette technique surtout dans les œuvres de la série intitulée National City. Tout en conduisant, je prenais des photographies dans National City, une petite ville du sud de la Californie. Je faisais des photos sans même regarder, des instantanés comme on dit. Sur la toile où j'avais tiré la photographie, je demandais à un peintre d'enseigne de reproduire le nom de cet endroit. Cette idée m'est venue à force de regarder des livres de photographie documentaire sur les villes où on trouve souvent des indications comme « vue de telle rue côté sud » ou « vue du côté est », selon une approche clinique et pas du tout esthétique. Donc, je voulais que les travaux n'aient aucune des qualités qui fassent référence à la beauté ou aux conventions de l'art. Il s'agissait pour moi de dire, c'est purement documentaire. Je voulais être un réaliste à la manière de Courbet qui disait « Je ne cherche pas à embellir les décors de ma propre vie ». La photographie, au moins en noir et blanc, n'est que de l'argent oxydé sur du papier. Et un tableau, si on le teint en noir et blanc, c'est juste du carbone avec de l'émulsion sur la toile. Il n'y a donc aucune différence, à part les matériaux. Et je n'ai que faire de l'ouverture du diaphragme, du grain de la pellicule, de savoir si les couleurs paraissent naturelles ou non. Où est-ce que j'ai assez de gris dans la zone sombre? Où est-ce que j'ai assez de blanc? Cela m'est vraiment égal. Seules les images m'intéressent. J'ai toujours été intéressé par l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler la photographie récupérée. Et je me situe comme un artiste qui utilise le support photographique, bien qu'aujourd'hui cela soit devenu assez conventionnel. Mais à l'époque, c'était très novateur.
Mon idée première était que si une image existait déjà, il n'y avait alors aucune raison d'en réaliser une nouvelle. Je récupérais des images dans des dictionnaires ou dans n'importe quelle autre source. J'allais dans des labos photos pour récupérer et utiliser les photographies qu'ils jetaient. Ou alors, je mettais en place mon appareil à l'extérieur de mon studio en le réglant de sorte qu'il prenne une photographie toutes les 10 minutes. Puis, je me servais de ce matériel. Ensuite, j'ai fait la même chose en prenant des images sur l'écran de ma télévision. Je les donnais à mon assistant en lui demandant de décrire en un mot ce qu'il voyait sur la photo. Puis je les classais à la manière d'un dictionnaire et je les utilisais comme s'il s'agissait d'un langage constitué non pas de mots mais d'images. J'ai probablement toujours été plus intéressé par l'écriture que par l'histoire de l'art. Je me considère en quelque sorte comme un poète visuel. Cela semble romantique, mais pour moi, un poète désigne un écrivain qui utilise les mots avec une extrême précision. Celui qui sait en faire le meilleur choix possible. Poète donc dans ce sens-là. Mais dans le sens aussi où je crée des interprétations pour lesquelles les mots ne suffiraient pas. Pourtant, j'aime toujours penser que derrière chacune de mes images se dissimule un mot. Ensuite, je me suis mis à utiliser des photographies de cinéma et j'ai commencé à les collectionner. Je les classais en différentes catégories dont la plus saisissante était celle des personnages tenant des armes à feu. Mais je n'utilisais que des petites parties de ces images, parfois quelques centimètres seulement d'une photo de format 24-30. Lorsque la photo d'un film me convient, j'indique avec un crayon rouge comment elle doit être découpée. Et comme je travaille sur une grande échelle, je reproduis cette partie à l'aide d'une chambre photographique pour obtenir un négatif de grande taille. Je réalise ensuite des épreuves individuelles qui sont collées sur des cartons, ajustées les unes à côté des autres et disposées dans un cadre. Si je me sers des images du cinéma et de la télévision, c'est que probablement elles évoquent pour la plupart des gens un monde plus réel que celui où ils vivent. Plus réel parce que plus familier. Puis j'en suis arrivé à un point où je mélangeais ces images de films à des images de journaux, mais des journaux d'information locale où l'on voit très souvent le maire ou le responsable de la police serrant la main d'un autre dignitaire. J'ai toujours détesté ces photographies parce que j'imagine le photographe disant « Maintenant, serrez-vous la main et souriez ». Et j'avais aussi ces petits autocollants ronds qu'on utilise dans les magasins pour afficher les prix. J'ai commencé à les appliquer sur les visages. Le fait de les masquer me donnait la possibilité de les manipuler comme les acteurs d'un film ou d'une pièce de théâtre.
Et donc, dans cette œuvre particulière nommée Agreement, il y a une sorte de symétrie qui fonctionne. L'un des personnages regarde de face, deux autres sont disposés de chaque côté de l'image, presque comme s'ils tiraient la composition vers l'extérieur. J'ai aussi aligné les mains qui se serrent avec la tête que l'on voit ici, et j'ai vérifié que j'obtiens bien des paires de couleurs opposées comme le rouge et le jaune. Quant au groupe de couleurs constitué du rouge, du jaune et du bleu, c'est dans l'histoire de l'art, et particulièrement dans l'art contemporain, une séquence de couleurs fondamentales. Lorsque je suis passé de la peinture à la photographie, j'ai découvert que les photographes travaillaient selon les mêmes normes de format, 13-18, 18-24, et que les viseurs des appareils photographiques étaient adaptés à ces formats. Même dans mes travaux récents, j'ai poursuivi cette recherche en explorant le format tout en longueur des appareils panoramiques. Alors qu'on les utilise habituellement à l'horizontale pour faire de la photo de paysage, j'ai, de manière perverse, renversé l'appareil pour cadrer verticalement afin d'échapper à ce rapport conventionnel avec la longueur et la largeur. Depuis que j'ai abandonné la peinture, j'ai toujours cherché à créer des chocs entre deux, trois, plusieurs images ensemble, comme un écrivain le fait avec des mots, pour que quelque chose de magique se produise. Généralement, je recherche des images qui perturbent, qui traitent de l'imprévisibilité de la vie. J'aime la vulnérabilité et l'aspect fortuit de la vie. Et donc j'aime présenter l'idée de la stabilité et de l'instabilité dans un même contexte. Des choses arrivent que nous n'apprécions pas, mais le monde n'est pas un lieu tranquille. Et j'aime penser que le monde pourrait s'effondrer à tout moment. C'est simplement que jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit.